À la veille de ce quart de finale de la CAN 2025, l'atmosphère est waouh, elle est vraiment électrique. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le derby ouest-africain que tout le monde attendait. Sénégal contre Mali, la machine de guerre face à son voisin, l'outsider, tenace et assez imprévisible. C'est un match qui dépasse de loin les 90 minutes, ça c'est sûr. Pour notre analyse, on a réuni tout un tas de sources vraiment intéressantes. Oui, on a un peu de tout. On a des analyses de supporters, très passionnés, parfois même Un peu chauvine. un peu chauvines, voilà. On a aussi les transcriptions des conférences de presse officielles où chaque mot est vraiment pesé. Et puis des articles de fond sur l'histoire des matchs et des décryptages tactiques très pointus. Et c'est ce mélange qui est génial. On a le cœur, avec la passion brute des supporters, et puis on a la tête, avec l'analyse froide des tactiques. Tout à fait. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer les vrais enjeux de ce choc, de comprendre les stratégies psychologiques, tactiques, tout ce qui se joue en coulisses. Et surtout, d'explorer cette rivalité historique si particulière, presque fraternelle, entre les deux nations. Et pour bien saisir la tension, je pense qu'il faut commencer par le point de vue le plus extrême. Ah oui, Celui du favori qui se sent invincible. On a trouvé une source, une analyse vidéo de la chaîne Chronique de l'Atlas, qui est d'une sévérité, disons, assumée. ah, je l'ai vue celle-là. C'est incroyable. Pour cet observateur, le Mali fait carrément tâche dans le tableau des quarts de finale. Carrément tâche. Le mot est fort. Oui. À côté d'affiches comme Maroc-Cameroun ou Algérie-Nigeria, ce Sénégal-Mali lui paraît complètement déséquilibré. Et il sort des statistiques pour appuyer son propos qui sont, il faut le reconnaître, assez frappantes. Elles le sont. La plus parlante pour moi, c'est que le Mali s'est qualifié pour les quarts sans gagner un seul match dans le temps réglementaire. C'est fou ça. Leur qualification, c'est des matchs nuls et une séance de tir au but héroïque contre la Tunisie. Et le détail qui est souvent repris. C'est celui des cartons. Exactement. L'équipe a reçu plus de cartons rouges qu'elle n'a marqué de but dans le jeu. Un seul but en open play. Et l'analyse, elle va encore plus loin. Elle dit qu'à l'exception, peut-être, de l'attaquant Lassine Sinayoko, Qui est bon d'ailleurs. Aucun joueur malien n'aurait sa place dans le 11 de départ du Sénégal. Et pour enfoncer le clou, il y a cette anecdote sur le gardien malien, Djidji Diarra. ah oui, sa taille. Sa taille, 1,75 m, présentée comme un handicap rédhibitoire face à la puissance de frappe des Sénégalais comme Pape Gueye. C'est presque méprisant, mais ça illustre parfaitement l'état d'esprit. De confiance absolue qui règne autour du Sénégal. C'est ça, exactement. Ce discours, ce n'est pas tant une analyse objective du Mali qu'un reflet de l'aura qui entoure le Sénégal en ce moment. Non, il y a autre chose. Il y a cette ambition affichée de devenir une nation qui compte au niveau mondial, de briller en Coupe du Monde. Et cette perception est si forte que leur victoire 3-1 contre le Soudan, qui avait d'abord laissé un goût un peu bizarre, Oui, on n'était pas complètement convaincus. Elle a été réévaluée après coup comme une prestation solide et maîtrisée. Le statut de favori change complètement la lecture d'un match. on a donc le tableau, un favori écrasant sur le papier, et en face, un outsider qui s'est qualifié au courage plus qu'au talent pur. C'est le décor parfait pour que la bataille commence bien avant le coup d'envoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sur le terrain de la psychologie, en conférence de presse, On est le 8 janvier, veille du match. Le sélectionneur belge du Mali, Tom Saint-Fiet, arrive devant les micros. Il sait très bien que son équipe est vue comme la victime désignée. et il va s'en servir. Et il va utiliser ça à son avantage. Son message est d'une clarté redoutable. La citation qui a fait le tour des médias, c'est « Je pense que ça va être une guerre demain ». Voilà, pas de détour. Il ne pouvait pas être plus direct. Il enrobe ça de respect, bien sûr. Il dit que le Sénégal est le plus grand pour le moment. Il loue leur stabilité, leur effectif. Mais la phrase qui suit, c'est le cœur de sa stratégie. On a beaucoup de respect, mais on n'a pas peur. Ce qu'il fait là, c'est un classique de la gestion psychologique. Il crée ce qu'on appelle une mentalité de siège. C'est-à-dire, Il dit à ses joueurs « Le monde entier nous donne perdant, il nous sous-estime, il se moque de notre gardien. Très bien. Notre réponse, elle sera pas technique, elle sera mentale. On va leur livrer une guerre. le fameux « nous contre le reste du monde ». C'est exactement ça. Ils s'appuient sur leur parcours, notamment cette qualification arrachée à 10 contre 11 face à la Tunisie, pour leur prouver qu'ils sont capables de souffrir et de renverser des montagnes. Est-ce que c'est pas un pari risqué? En qualifiant le match de guerre, il met aussi une pression immense sur ses propres joueurs. Ils doivent livrer un combat physique de tous les instants. S'ils sont pas à 110% dans cet état d'esprit, la stratégie peut s'effondrer, hein? C'est un risque énorme. S'ils prennent un but rapidement, cet état d'esprit peut se transformer en frustration, en agressivité mal placée.
Mais de son point de vue, c'est sa seule carte. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas gagner le match sur le talent pur, alors il déplace le combat sur le terrain du mental. Et ce faisant, il transfère habilement toute la pression sur le Sénégal. Pour le Mali, une défaite honorable, c'est acceptable. Pour le Sénégal, ne pas gagner serait une humiliation nationale. Et là, la réponse du sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw, c'est un chef-d'œuvre de contre-communication. Il entend le mot guerre et il prend le virage à 180 degrés. Ah, c'est magnifique. Lui, il parle pas de combat, il parle de fête. Il insiste sur les liens historiques, fraternels. Il rappelle que beaucoup de joueurs, lui y compris, ont des origines mixtes sénégano-maliennes. C'est une utilisation brillante du soft power. Il désamorce complètement la bombe rhétorique de Sanfié. Complètement. Au lieu de répondre « vous voulez la guerre, vous l'aurez », ce qui aurait fait le jeu du Mali, il rend le concept même de guerre absurde dans ce contexte. C'est comme si un cousin vous provoquait en duel. Et que vous répondiez en l'invitant au barbecue du dimanche. C'est exactement ça. Et c'est d'autant plus malin qu'il ne sort pas cette idée de nulle part. Il s'appuie sur une réalité que tout le monde connaît dans la région. Cette fameuse parenté à plaisanterie. Voilà. En gros, il dit à Saint-Fiet, « Vous voulez une guerre ? Nous, on préfère une bonne séance de chambrage en famille. » Ça rend la rhétorique guerrière presque ridicule en comparaison. Son objectif est clair, garder son groupe calme, concentré sur le jeu, et surtout pas tomber dans le piège d'un combat de rue. 2 coachs, 2 philosophies, et un champ de bataille psychologique qui est parfaitement préparé. Et maintenant, la question, c'est comment cette opposition de style va se traduire sur le gazon. Quelles sont les armes tactiques de chaque camp? Voilà. Commençons par le Sénégal. Ce qui est nouveau et assez effrayant pour leurs adversaires, c'est que le danger ne vient plus seulement des stars offensives. Le milieu de terrain est devenu une vraie rampe de lancement. Tout à fait. L'exemple parfait, c'est Pape Gueye. Son doublé contre le Soudan, il est élu homme du match, ça montre sa capacité à se projeter, à être décisif. L'adversaire peut plus se contenter de bloquer Sadio Mané. C'est un vrai casse-tête tactique. Mais attention, tout n'est pas parfait. Les sources pointent des fragilités. En attaque, Nicolas Jackson est critiqué pour son manque d'efficacité. Oui, il rate beaucoup. Et en défense, le latéral Ismaël Jacobs a montré des limites contre le Soudan. On s'attend donc à des ajustements. Mais, et c'est énorme, le Sénégal récupère une pièce maîtresse, leur capitaine Kalidou Koulibaly. De retour de suspension ? Sa présence en défense centrale, c'est un atout psychologique et tactique immense, surtout pour contenir le meilleur joueur malien du tournoi, l'attaquant Lassine Sinayoko. Du côté du Mali, la stratégie est claire. C'est celle qui leur a permis d'arriver jusque-là. On peut s'attendre à un bloc défensif très bas, très compact. Un mur. Un mur, avec 2 lignes de 4 très resserrées. Leur force, on l'a vu contre la Tunisie, c'est une discipline de fer et une capacité à souffrir ensemble. C'est une équipe qui ne panique pas, même à 10. Ils savent que chaque minute qui passe sans encaisser de but fait grandir le doute dans la tête du favori. La question clé est donc, comment est-ce qu'on perce ce mur? Le Sénégal a le talent, mais le Mali a l'organisation. Précisément, la bataille du milieu sera fondamentale. Le Mali va chercher à imposer un défi physique énorme avec des joueurs comme Yves Bissouma ou Amadou Haïdara pour casser le rythme sénégalais. Donc il va falloir être malin. Pour contourner ça, le Sénégal ne pourra pas se contenter d'attaques stéréotypées. Les analystes tactiques évoquent plusieurs options, notamment l'utilisation d'un faux neuf. Expliquez-nous ce concept. Alors, un faux neuf, c'est un attaquant qui, au lieu de rester en pointe, de peser sur la défense, a la liberté de redescendre au milieu de terrain pour participer à la construction. D'accord. Le but, c'est de créer un dilemme pour les défenseurs centraux adverses. Soit il le laisse libre et il peut organiser le jeu face à eux. Soit l'un d'eux le suit, et il crée un trou béant dans son dos. Voilà, il abandonne sa position et crée un espace. Ce serait fascinant à voir. On pourrait imaginer Sadio Mané dans ce rôle, qui décroche pour attirer un défenseur, et c'est dans cet espace que des joueurs comme Pape Gueye ou Iliman Ndiaye pourraient s'engouffrer. C'est un jeu de leurre. Un jeu de chat et de souris pour désorganiser le bloc malien. C'est exactement ça, il faudra de la créativité, des combinaisons rapides, beaucoup de mouvements pour trouver la faille. Mais pour vraiment comprendre pourquoi l'approche de Pape Thiaw sur la famille est si pertinente et pourquoi ce match a une saveur si unique, il faut remonter encore plus loin. Il faut ouvrir les livres d'histoire. Il faut. On y vient, parce que ce n'est pas une rivalité comme une autre. Beaucoup l'ignorent, mais entre 1959 et 1960, le Sénégal et le Soudan français, qui deviendra le Mali, ne formaient qu'un seul et même pays, la Fédération du Mali. Une union politique qui a échoué, certes. Oui, au bout d'un peu plus d'1 an, mais elle a laissé des traces indélébiles. Les familles ont été mélangées,
Les liens culturels, sociaux ont perduré. Et c'est de là que vient cette fameuse notion de parenté à plaisanterie. Le sinankunya, c'est une tradition ouest-africaine où certains groupes ou familles ont le droit et même le devoir de se moquer, de se vanner publiquement sans que ce soit jamais pris pour une insulte. C'est une soupape de sécurité sociale. Et c'est très concret ça. On imagine déjà les SMS, les messages sur les réseaux sociaux qui fusent entre les familles de part et d'autre de la frontière. C'est une rivalité où la taquinerie est plus forte que la haine. Et ce contexte rend le match d'aujourd'hui encore plus historique. Pourquoi? Parce que, et ça c'est une information capitale que toutes nos sources soulignent, c'est la toute première fois de l'histoire que le Sénégal et le Mali s'affrontent dans un match à élimination directe en phase finale de la CAN. Ah oui, c'est vrai. Jusqu'à présent, c'était des matchs de poule, des amicaux. Mais là, pour la première fois, il y aura un vainqueur et un vaincu. L'un continue, l'autre rentre à la maison. Et si on regarde l'historique des confrontations, on comprend pourquoi cette parenté est si compétitive. Les chiffres varient un peu, mais sur environ 41 matchs, le Sénégal mène avec 16 victoires contre 10 pour le Mali. Mais le chiffre le plus incroyable, C'est le nombre de matchs nuls. 15. 15. Près de 37% des rencontres se sont soldées par un partage. Ce qui contredit complètement l'image actuelle d'une domination sénégalaise écrasante. Totalement. Historiquement, c'est une confrontation extrêmement équilibrée où chaque match est très disputé. C'est tout ça qui explique l'approche de Pape Thiaw. Il ne fait pas que de l'atome. Non, il puise dans une histoire, une culture commune pour apaiser les tensions. Et ça explique aussi le sentiment de nombreux supporters, comme ce vendeur malien à Dakar cité dans un article. Le Sénégal et le Mali, c'est le même pays. Quel que soit le vainqueur, c'est juste du football. Bon, si on récapitule, on a un favori écrasant sur le papier, le Sénégal. Face à un outsider malien qui a prouvé qu'il avait une âme et une solidité à toute épreuve. On a une bataille psychologique fascinante menée par les coachs entre la guerre de Tom Senfier et la fraternité de Pape Thiaw. Un affrontement tactique qui s'annonce comme un vrai jeu d'échecs. La créativité sénégalaise contre le bloc défensif et la résilience du Mali. Et le tout est enveloppé dans cette histoire commune unique de la Fédération du Mali, qui rend ce tout premier match à élimination directe encore plus symbolique. Et il ne faut jamais oublier que le Mali, même avec moins de talent, a prouvé qu'il pouvait souffrir. Et emmener n'importe qui au tir au but. Et emmener n'importe quel adversaire jusqu'à l'épreuve fatidique des tirs au but. C'est leur arme ultime. Ce qui nous amène à une dernière pensée. Compte tenu de cette histoire commune, de cette fameuse parenté à plaisanterie, est-ce que le véritable enjeu pour ces deux nations n'est pas seulement de gagner, mais aussi la manière dont le match sera joué? L'issue sera-t-elle définie par la guerre physique promise par Sanfiette ou par l'esprit de famille que Thiaw a invoqué? Au-delà du score, l'héritage de cette rencontre pourrait bien être la réponse à cette question. Ce match restera-t-il dans les mémoires? Aujourd'hui, on va décortiquer un match de football qui est franchement bien plus qu'un simple jeu. On parle du quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Mali. Pour planter le décor, commençons par cette petite phrase qui en dit très très long sur la tension qui règne. Pour certains, le Mali, c'est un peu l'invité surprise, celui qui n'a pas sa place dans la cour des grands. Une vision assez, disons, méprisante. Mais attention, le sélectionneur du Mali, lui, a une vision bien différente. Il ne voit pas ça comme une formalité, non. Pour lui, ce derby, c'est carrément une bataille. Bon allez, on plonge dans le vif du sujet. On allait à un quart de finale qui oppose vraiment deux mondes. C'est l'un des contrastes les plus saisissants du tournoi en fait. D'un côté, le champion domine, et de l'autre, une équipe qui s'est qualifiée à l'arraché contre vent et marée. Et quand on regarde leurs parcours respectifs, eh bien c'est le jour et la nuit. Le Sénégal a été puissant, direct, efficace. Le Mali, lui, c'est le survivant. Il est arrivé là sans gagner un seul match dans le temps réglementaire. 3 nuls et une qualification au tir au but. Incroyable! Et cette statistique, elle est folle, mais elle résume parfaitement le style malien. Une approche ultra défensive, très physique, parfois même un peu trop, et qui a eu le don de frustrer absolument tous ses adversaires jusqu'à maintenant. Allez, on passe maintenant à la guerre des nerfs, au jeu psychologique. Parce que là aussi, les deux sélectionneurs ont des approches radicalement opposées sur ce que représente ce match. C'est vraiment un choc de stratégie, c'est palpable. Le coach sénégalais Pape Thiaw, il joue la carte de l'apaisement. Il parle de liens familiaux, de fraternité. De l'autre côté, Tom Saintfield pour le Mali, il met de l'huile sur le feu. Il parle de guerre pour forger un mental d'acier à ses joueurs. Le message du coach sénégalais est donc très clair. Il cherche à faire baisser la pression, à rappeler à tout le monde que, au fond, cette rivalité, c'est d'abord une histoire de famille.
Bon, tout ça c'est bien beau, les mots et la psychologie, mais sur le terrain concrètement ça donne quoi? Comment ça se traduit? Il suffit de regarder les chiffres pour comprendre. L'opposition est totale. D'un côté, la puissance de feu offensive du Sénégal, avec 10 buts marqués, et de l'autre, la forteresse malienne, une défense de fer qui n'a encaissé que 3 petits buts. On va donc assister à un scénario assez classique sur le papier, le Sénégal qui va essayer de faire sauter le verrou avec un jeu rapide, créatif, basé sur la possession, et le Mali qui va attendre, bien en bloc, pour essayer de piquer en contre-attaque. Pour le Sénégal, la victoire passera évidemment par la performance de ses stars. Il faudra que la créativité de Sadio Mané soit au rendez-vous, que les latéraux apportent le danger, et bien sûr, le retour du patron de la défense, Kalidou Koulibaly, sera absolument crucial. Côté malien, la feuille de route pour créer l'exploit, elle est toute tracée. Il va falloir être irréprochable en défense, gagner la bataille physique du milieu de terrain et surtout être chirurgical en contre. En un mot, transformer ce match en cette fameuse guerre promise par leur entraîneur. Mais attendez, pour vraiment saisir toute la saveur de ce match, il faut faire un petit retour en arrière. Parce que ce n'est pas une rivalité comme les autres, loin de là. Et oui, il faut se souvenir qu'à une époque, ces deux pays n'en formaient qu'un seul, la Fédération du Mali. Ça n'a pas duré longtemps, mais les liens familiaux, culturels, eux, sont restés extrêmement forts. Et c'est pour ça que ce match est si spécial. C'est la toute première fois qu'ils s'affrontent dans un match à élimination directe. Et au cœur de cette relation, il y a ce concept culturel unique, la parenté à plaisanterie. En gros, c'est une tradition qui permet de se chambrer, de se provoquer, parfois même de s'insulter gentiment, mais toujours dans un cadre de respect et d'humour. C'est une sorte de soupape de sécurité qui explique pourquoi la rhétorique de la guerre est à la fois sérieuse et à prendre avec un certain recul. Alors, si on regarde l'historique des confrontations, on voit un léger avantage pour le Sénégal. Mais ce qui saute aux yeux, c'est surtout le nombre de matchs nuls, quasiment un match sur 3. Ça montre bien que ça a toujours été des rencontres extrêmement serrées, très disputées. Bon, tout ça nous amène donc au cœur du sujet, à ce qui rend cette affiche si fascinante. C'est un match d'opposition à tous les étages, sur le terrain avec l'attaque contre la défense, sur le banc avec le diplomate contre le guerrier, et puis dans l'histoire avec ce statut de favori contre celui d'outsider. Au final, tout se résume à une seule grande question. Est-ce que le talent pur et le statut de champion vont l'emporter ? Ou est-ce qu'au contraire, un mental de guerrier, une solidarité à toute épreuve, peut renverser la table et écrire une nouvelle page de l'histoire ? La réponse, on l'aura sur le terrain de Tanger. Ça promet d'être un match mémorable.